Partout où nous regardons dans l'univers, nous trouvons de l'ordre et de l'organisation. Des galaxies éloignées au plus profond de l'atome, nous apercevons des systèmes très ordonnés. Et d'une manière générale, notre bon sens et notre saine nature reconnaissent que des systèmes ordonnés ne proviennent pas du hasard. Par exemple, dans notre vie de tous les jours, nous rencontrons ce genre de systèmes tout autour de nous. Les systèmes ferroviaires, les systèmes électriques, les systèmes électroniques, les systèmes d'éclairage, ainsi que les systèmes de tuyauterie constituent quelques exemples parmi tant d'autres. L'idée que tous ces systèmes se seraient créés par hasard ne viendrait même pas nous traverser l'esprit. Car, confronté à l'organisation complexe qui domine dans tous ces systèmes, notre raison reconnaît naturellement que le hasard ne peut pas être impliqué. Alors, n'est-il pas raisonnable de penser la même chose d'un système aussi ordonné que l'univers? Prenez un tas de planchettes Kapla par exemple, et lancez-les vers le sol. Pensez-vous pouvoir obtenir par hasard une organisation bien structurée? Alors, n'est-il pas absurde de penser que la matière de l'univers qui s'est éparpillée dans le vide par hasard a pu créer une telle organisation? Ou bien imaginez une reproduction miniature du système solaire dont les planètes seraient représentées par des billes qui tourneraient grâce à un système compliqué d'engrenages et de courroies. Serait-il possible de vous convaincre que cette reproduction s'est créée par hasard? Alors, si on ne peut pas arriver à croire qu'une telle reproduction puisse apparaître par hasard, comment pourrait-on penser que l'original, bien plus complexe, est apparu, lui, par hasard? L'idée que l'univers serait apparu accidentellement n'est-elle donc pas complètement illogique? Car, confronté à l'organisation si majestueuse et à la complexité qui se dégage de l'univers, n'est-il pas irrationnel de penser que tout cela soit apparu par hasard? Toute espèce vivante est composée de milliards de cellules environ 1000 fois plus petites que les dernières phalanges de votre main. Ces cellules représentent la base de la vie et sont considérées comme la forme de vie la plus basique et la plus simple. Malgré tout, si on pénétrait par l'un des orifices d'une cellule vivante, on découvrirait un monde d'une complexité ahurissante sous le règne d'une technologie très avancée. Toutes sortes de machines semblables à des robots se présenteraient à nos regards dans toutes les directions. Par exemple, les molécules appelées kinésines ressemblent à des robots avec des jambes et des bras. Un peu comme des facteurs, leur rôle est de délivrer des paquets de protéines d'une partie de la cellule à une autre. Selon une récente étude, ces molécules seraient plus complexes que n'importe quelle nanotechnologie créée jusqu'à aujourd'hui par l'être humain et se déplaceraient à une vitesse de 8 nanomètres par seconde. Cette vitesse correspond à notre échelle à la vitesse du jet supersonique Thrust qui vient récemment de dépasser le mur du son. Autre exemple, avec l'ATP synthase, un générateur high-tech d'énergie dont le rôle est de fournir l'énergie dont a besoin une cellule vivante pour vivre. Perçu comme l'une des merveilles du monde moléculaire, il s'agit du plus petit moteur rotatif au monde. Il possède de nombreuses parties que nous reconnaissons dans les moteurs modernes. Un rotor, un stator, un arbre de transmission ainsi que d'autres éléments de base d'un moteur. Dernier exemple avec les molécules qu'on appelle les dinéines et dont l'architecture est composée de différentes parties arrangées d'une manière bien déterminée. Leur design est si exceptionnel qu'une représentation imagée de leur structure a été publiée dans un magazine scientifique dédié aux nanotechnologies. Il s'agit là de quelques exemples parmi des milliers de machines moléculaires ultra sophistiquées présentes dans les cellules de notre corps. Est-ce raisonnable alors de penser que toutes ces différentes machines cellulaires d'une très grande complexité qui accomplissent des fonctions intelligentes se soient créées par un simple hasard? Avec ce qui a été découvert par la biologie moléculaire et ce qui a été découvert par la génétique, je connais plusieurs scientifiques célèbres en France qui sont tellement impressionnés par ces données, de ces nouvelles disciplines scientifiques, qu'ils admettent maintenant qu'ils croient en Dieu. Je connais plusieurs personnes qui étaient matérialistes auparavant
et qui disent maintenant qu'elles sont forcées de croire en Dieu du fait de ce que nous connaissons aujourd'hui concernant l'organisation de la vie et l'organisation du génome et d'autres choses similaires. Parmi les plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, il y a la découverte de la molécule d'ADN, célèbre pour son design remarquable en forme de double hélice. Cette molécule est un système de stockage d'informations, tout comme un disque dur, mais beaucoup plus complexe et sophistiqué. Par exemple, tandis qu'un disque dur stocke des données à la surface, la molécule d'ADN, quant à elle, stocke l'information en 3 dimensions. En termes de capacité, cette fois-ci, on estime qu'un gramme d'ADN pourrait stocker 455 milliards de gigaoctets de données, ce qui dépasse de loin la capacité des disques durs les plus avancés. Mais le plus impressionnant est sans doute la densité de la molécule d'ADN. Cette molécule est si compacte qu'on estime que si l'on alignait côte à côte tout l'ADN présent dans notre corps, la longueur atteindrait 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'ADN est donc une banque de données incroyable qui surpasse de loin n'importe quel système de stockage inventé par l'être humain jusqu'à ce jour. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Chaque seconde, des milliards de machines moléculaires copient votre ADN en molécules d'ARN afin de créer par la suite des protéines. Dans ce processus de création de protéines, divers éléments chimiques travaillent ensemble en parfaite coordination. Lorsque vous voyez divers éléments électroniques travailler ensemble avec harmonie, comme des machines robotisées dans des usines par exemple, pourriez-vous penser une seule seconde que cela provient du hasard? Alors, comment penser cela lorsque l'on voit quelque chose de similaire dans une cellule vivante? L'idée que cela pourrait être le fruit du hasard est tellement illogique que même l'athée le plus influent du XXe siècle l'a reconnu. Après avoir milité pendant 54 ans en faveur de l'athéisme, le célèbre philosophe anglais Anthony Flew fut si stupéfait par ce processus de création des protéines qu'il accepta l'existence de Dieu en 2004. Je pense que les récentes découvertes autour de la molécule d'ADN ont montré une complexité tellement incroyable dans les arrangements qui sont nécessaires pour produire la vie, qu'une intelligence doit forcément avoir été impliquée afin de permettre à ces éléments chimiques, si différents les uns des autres, de travailler ensemble. La raison humaine reconnaît de manière innée que toute création suppose l'existence d'un créateur. Notre bon sens et notre saine nature reconnaissent que derrière l'existence d'un design se trouve forcément un designer. Par exemple, lorsque l'on regarde une peinture, on en déduit logiquement l'existence d'un peintre. Lorsque l'on regarde un bâtiment, on en déduit logiquement l'existence d'un architecte. Lorsque l'on regarde une montre, on en déduit logiquement l'existence d'un horloger. Alors, lorsque l'on regarde la création autour de nous, n'est-il pas raisonnable d'en déduire l'existence d'un créateur ? Depuis Darwin, cette logique est en revanche remise en cause par la théorie de l'évolution. Au XIXe siècle, le biologiste Charles Darwin avait émis l'hypothèse que les formes qui existent partout dans la nature pouvaient s'expliquer de manière naturelle sans faire appel à l'idée d'un créateur. Cette hypothèse de Charles Darwin donna ensuite naissance à la théorie de l'évolution. Selon cette théorie, tous les êtres vivants auraient évolué petit à petit, avec le temps, par de petites modifications successives, à l'aide de 2 mécanismes naturels: les mutations génétiques et la sélection naturelle. Aucun créateur ne serait donc à l'origine des espèces vivantes, car ces 2 mécanismes auraient le pouvoir de faire évoluer une espèce vers une autre. Alors, est-ce raisonnable de penser cela ? La sélection naturelle est un processus simple qui stipule que les êtres vivants qui s'adaptent le mieux aux conditions naturelles de leur environnement vaincront et survivront, tandis que ceux qui n'y arrivent pas disparaîtront. Autrement dit, selon la théorie de l'évolution, la nature sélectionne naturellement les espèces les plus adaptées à leur environnement pour les faire survivre et sélectionne naturellement les espèces les moins adaptées à leur environnement pour les faire disparaître.
Par exemple, si une gazelle court plus vite qu'une autre, elle échappera plus facilement à un guépard et aura plus de possibilités de survivre car elle aura été plus adaptée à son environnement. C'est ce qu'on appelle la survie du plus apte. Néanmoins, au fil du temps, il restera seulement des gazelles qui courent plus vite et aucune nouvelle espèce n'apparaîtra. Car le fait que des gazelles qui courent plus vite que d'autres survivent parce qu'elles sont plus adaptées à leur environnement ne va pas les faire évoluer vers une autre espèce. Conscient de cela, Darwin avoua lui-même dans une lettre que la sélection naturelle toute seule n'avait aucun pouvoir de faire évoluer une espèce vers une autre. Darwin lui-même, dans une lettre conservée à la Bibliothèque nationale d'Angleterre à Londres, une lettre dont je possède d'ailleurs une photocopie, Darwin a déclaré très clairement qu'il était conscient d'avoir échoué à expliquer l'évolution. Je cite Darwin. « Je crois en la sélection naturelle, non pas parce que je suis capable de prouver dans tous les cas qu'elle a changé une espèce en une autre, mais parce qu'elle regroupe et explique bien, selon moi, dit Darwin, une multitude de faits dans la classification, l'embryologie, la morphologie, les organes rudimentaires, la succession géologique et la distribution. » Fin de citation. De cette façon, Darwin a avoué que l'évolution ne pouvait pas être expliquée par sa théorie. En sachant que la sélection naturelle n'avait aucune possibilité de faire évoluer une espèce vers une autre, les évolutionnistes, après Darwin, ont estimé que les espèces avaient évolué par le biais de mutations génétiques. Les mutations génétiques sont des altérations de certaines régions de l'ADN qui surviennent par exemple à cause de rayons X ou de radiations atomiques. Elles sont connues généralement pour avoir des effets destructeurs sur une espèce, comme des malformations, car ce sont des accidents qui détériorent les nucléotides qui composent l'ADN. Mais il y a pire, des mutations génétiques chez les animaux. Les chattes ont donné naissance à des petits qui n'entendent pas. Des rats ont mis au monde des rats très gros, de dimensions tout à fait inhabituelles, et ces animaux géants sont aveugles. Voici Zezeriama, tel qu'on le connaît au Japon depuis toujours, et voici un papillon de la même espèce victime de radiation à Fukushima. Les ailes sont atrophiées, les antennes, les pattes, les yeux sont déformés. Ces papillons proviennent de la zone radioactive de Fukushima. Ils ont subi de graves mutations génétiques, et le plus étonnant, ils les répandent en se reproduisant. Au début de l'étude, 12% des papillons sont atteints de malformations. À la seconde génération, ils sont 18%, plus d'un tiers à la suivante. En laboratoire, les scientifiques japonais ont recréé les conditions de Fukushima. Les malformations sur les papillons cobayes sont identiques, le constat alarmant. En revanche, les mutations génétiques peuvent être, par moments, bénéfiques et par conséquent, aider une espèce à survivre. Mais comme l'ont affirmé de nombreux généticiens, elles sont quasiment toujours nuisibles et donc rarement bénéfiques. En effet, la plupart des mutations produisent des anomalies, des maladies, des détériorations de la viabilité et des monstruosités. Alors, comment pourrait-on penser que des choses connues pour faire dégénérer une espèce peuvent faire évoluer une espèce ? Les mutations génétiques sont aussi définies comme des changements aléatoires qui surviennent dans la structure des gènes. Et dans notre vie de tous les jours, nous reconnaissons naturellement qu'un changement aléatoire dans une structure ordonnée ne peut pas avoir un effet positif. Par exemple, si un changement aléatoire survenait dans un bâtiment suite à un tremblement de terre, y aurait-il une amélioration ou une évolution dans la structure du bâtiment? Alors, comment un esprit rationnel pourrait-il penser que des changements aléatoires comme les mutations génétiques auraient pu être la cause de l'évolution des espèces? Dans un célèbre manuel scolaire de biologie, il est d'ailleurs dit, au sujet des mutations génétiques, « Un changement aléatoire n'est pas susceptible d'améliorer le génome, pas plus que tirer une balle aveuglément sur le capot d'une voiture n'est susceptible d'améliorer les performances du moteur. » Dans la guerre,
traiter le conte de fées de grandes personnes. Pour grandes personnes, ces théories de Lamarck et de Darwin. Certains lecteurs ont été choqués par cette expression. J'avoue que je la maintiens. Et quand je vois encore des gens sérieux croire que vraiment des ailes vont pousser aux animaux parce qu'ils avaient besoin ou parce qu'ils avaient envie de voler, ou alors même la théorie de Darwin, de penser que les amibes sont devenus l'Académie française, comme dit Bernard Schoch, Bernard Schoch, une mare d'amibes est devenue l'Institut. Et bien, c'est tout de même difficile de penser que ça s'est formé à coup de variations tout à fait accidentelles. J'avoue que vraiment, ça me paraît enfantin, et on aura du mal à en débarrasser la science. Voilà quel est mon avis secret. Car en effet, ces théories satisfont assez le gros public. C'est une tentation intellectuelle. Tentation intellectuelle, elles sont séduisantes. Et il est d'ailleurs curieux qu'on n'a jamais même proposé que ça. Lorsqu'on médite réellement sur la complexité et la diversité des animaux qui nous entourent, est-ce vraiment raisonnable de penser qu'ils aient pu apparaître par un simple hasard? Dans un livre sur la biophysique, on apprend même que la technologie humaine est encore très en retard par rapport à la nature. Saviez-vous, par exemple, que la mouche, grâce à 2 petits organes qui contrôlent le battement de ses ailes, arrive à effectuer des manœuvres en plein vol qui surpassent de loin celles effectuées par les avions de chasse d'aujourd'hui? Saviez-vous aussi que les systèmes de chauffage et de climatisation des nids de termites sont supérieurs à ceux inventés par l'homme en termes de consommation d'énergie et d'équipement? Saviez-vous que le système de transmission à haute fréquence des chauves-souris est bien plus efficace que n'importe quel radar conçu par les humains? Saviez-vous qu'une espèce d'éponge marine possède des fibres optiques plus performantes et plus solides que celles conçues par les humains? Comment se fait-il que le monde naturel soit doté d'une infinité de systèmes parfaits et de technologies remarquables qui surpassent amplement les systèmes et technologies créés par les humains? Les espèces vivantes sont même si complexes que de nombreux ingénieurs s'inspirent aujourd'hui du monde naturel pour développer de nouvelles technologies. Saviez-vous, par exemple, qu'un télescope à rayons X a été conçu en imitant l'œil du homard? Car l'œil du homard est composé, sur certaines espèces, d'environ 3000 facettes carrées réfléchissantes formant un réseau optique avec un champ de vision de 180 degrés. Par conséquent, le homard a la capacité de voir les images autour de lui sans que son œil tourne. Saviez-vous que des robots waterproof, utilisés dans des opérations de sauvetage, ont été créés en imitant un poisson tropical appelé le poisson-couteau? Car le poisson-couteau est connu pour sa manœuvrabilité hors du commun et une agilité digne d'un vrai acrobate. Avec sa nageoire tout en longueur, il arrive à se déplacer dans toutes les directions, aussi bien en avant qu'en arrière, ainsi qu'à la verticale, quasiment instantanément. Saviez-vous que l'avant d'un TGV japonais a été conçu en imitant le bec de l'oiseau martin-pêcheur? Car le bec du martin-pêcheur a une forme idéale pour une transition fluide de l'air à l'eau. Ce changement de pression de l'air à l'eau est similaire à celui qu'un train expérimente lorsqu'il quitte un tunnel. Les ingénieurs japonais ont donc décidé de reconstruire l'avant du train en reproduisant le design du bec du martin-pêcheur, ce qui a permis de réduire le bruit des trains, mais aussi leur consommation d'énergie de 15%. Saviez-vous aussi que la surface la plus imperméable qui existe a été créée avec des soies d'araignée? Et qu'une nouvelle technologie d'affichage a été créée en s'inspirant du système de réfléchissement de la lumière présent dans les ailes de certains papillons? N'y a-t-il donc pas dans la nature tant d'exemples qui devraient nous amener à réfléchir et à nous demander, est-ce raisonnable de penser que tout ceci soit le fruit de simples accidents? Et si on parle ici seulement du monde animal, alors que dire de l'être humain et de son cerveau? Saviez-vous que le cerveau humain est plus complexe que n'importe quel ordinateur que nous avons créé? On nous présente, et on a bien raison de nous présenter par exemple le LEM, vous savez, qui arrive sur la Lune avec un ordinateur qui lui permet de calculer la distance qu'il sépare de la surface de la Lune, grâce auquel il va ralentir sa vitesse petit à petit jusqu'à ce qu'il arrive à la surface du sol lunaire en faisant quasiment du surplace, n'est-ce pas? Il y a donc un ordinateur qui règle la vitesse et un système de freinage. Il y a aussi un système directionnel, parce que si l'objectif qui est visé ici, si le LEM s'en écarte, il va y avoir des petites fusées latérales qui vont rétablir le mouvement. C'est une merveille. Mais nous qui faisons ça, nous avons à notre disposition cet ordinateur qui nous permet de régler la vitesse pour nous arrêter juste au but, qui nous permet de régler la direction pour ne pas nous écarter de la direction. Et ça, c'est un geste extrêmement simple.
Mais nous faisons des choses terriblement compliquées à chaque instant et qui changent tout le temps. La complexité du cerveau et de certains membres du corps humain constitue sans doute l'une des objections les plus sérieuses à la théorie de l'évolution. Si sérieuse que même le cofondateur lui-même de la théorie de l'évolution le reconnaît. Son nom, Alfred Russel Wallace, le cofondateur de la théorie de l'évolution avec Darwin. 10 ans après la publication de l'origine des espèces, Alfred Russel Wallace déclara dans l'un des plus célèbres journaux anglais « Ni la sélection naturelle, ni la théorie générale de l'évolution ne permettent d'expliquer quoi que ce soit sur l'origine de la vie sensationnelle et consciente. » Mais on peut même aller plus loin et affirmer qu'il existe des caractéristiques purement physiques de la race humaine qui ne peuvent pas être expliquées par le biais de la théorie de l'évolution et la survie du plus apte. Le cerveau, les organes de la parole, la main et la forme extérieure de l'homme nous offrent des difficultés particulières à cet égard sur lesquelles nous allons brièvement attirer l'attention. Si l'on médite simplement sur la complexité de notre cerveau, qui dépasse de loin toute technologie jamais créée par l'être humain, est-ce raisonnable de penser qu'il soit apparu par hasard ? Si l'on médite sur sa composition, avec des centaines de milliards de neurones et ses impulsions électriques circulant à une vitesse d'environ 100 mètres par seconde, comment un esprit rationnel peut-il penser que cela provient du hasard ? Comment imaginer, par exemple, qu'un système si complexe que le système nerveux central, constitué d'un réseau très ordonné de milliards de neurones, aurait pu émerger par hasard par de petites modifications successives accidentelles ? Et que dire de la conscience ? Comment des lois physiques et des réactions chimiques aléatoires auraient-elles pu donner naissance à l'intelligence, à la morale et à la conscience ? Pour beaucoup, prétendre que la conscience provient métaphoriquement parlant d'un tas de terre et de cailloux est une absurdité inconcevable. Lorsqu'on médite réellement sur nous-mêmes et sur notre corps, n'est-il pas difficile de croire que toutes ces perfections est le résultat de simples accidents ? Saviez-vous, par exemple, que notre corps est composé de plus de 100 000 km de vaisseaux sanguins, d'environ 25 000 km de bronches, de 800 millions d'alvéoles, de 10 000 bourgeons gustatifs, de 250 récepteurs sensoriels par centimètre carré de peau, de plus de 600 muscles, de 10 à 25 millions de récepteurs olfactifs et de 100 000 milliards de cellules. Alors, comment un esprit sain peut-il croire qu'un organisme si sophistiqué soit le résultat de causes accidentelles ? Moi, je ne peux pas arriver à penser que par une série de petites mutations fortuites, les êtres les plus compliqués, les êtres supérieurs se sont formés. Remarquez, le problème est peut-être moins affolant pour un botaniste que pour un biologiste. Il est encore davantage. À vous trouver. J'ai l'impression quand même qu'il est moins terrible de se demander comment s'est formé un chêne ou un sapin que de se demander comment s'est formé un homme. Oui, peut-être. Tout de même. Le malheur, c'est que nous n'étions pas là, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Mais justement, ça m'intéresse beaucoup de prendre contact avec un botaniste. Est-ce que pour lui, le problème est aussi angoissant? Le problème est aussi angoissant. Le problème est aussi angoissant, mais peut-être est-ce plus spéculatif, plus théorique quand même. Tout de même, vous avez les formes supérieures des végétaux, oui, mais vous n'avez pas ce terrible, je prends ce mot terrible, ce terrible aboutissement du cerveau humain et de la pensée, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est le problème plus dramatique. Oui. Disons que chez vous, le problème est moins dramatique quand même. Peut-être parce que des champignons, des végétaux aussi primitifs que les champignons, par exemple, posent moins de problèmes. Moins de problèmes. Des animaux qui sont doués d'un organisme extraordinairement différencié. Oui. Le passage du champignon quand même au chêne doit être quand même pour vous moins effrayant que le passage d'un ver de terre à l'homme. Je ne sais pas. Non, vous ne le savez pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est aussi incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est aussi incompréhensible. J'aime bien ce mot car c'est vraiment pour l'instant ma conclusion. Aujourd'hui, en France, il est communément accepté que la théorie de l'évolution est un fait scientifique prouvé et que seuls les ignorants la rejettent. Pourquoi ? Car la théorie de l'évolution est aujourd'hui la théorie dominante et officielle au sein de la science pour expliquer l'origine de la vie. Par conséquent, tous les manuels scolaires, les publications scientifiques, ainsi que les programmes scientifiques télévisés sont rédigés par les partisans de la théorie. Du coup, beaucoup de personnes pensent que cette théorie est un fait scientifique prouvé et que la remettre en question relève de l'ignorance ou de l'intégrisme religieux. Néanmoins, ce que la majeure partie de la population ne sait pas, c'est que si la théorie de l'évolution reste aujourd'hui la théorie officielle au sein de la science, ce n'est pas parce que les preuves scientifiques sont abondantes à son sujet ou bien parce qu'elle a été prouvée par des preuves logiques et cohérentes. Au contraire, si cette théorie est acceptée de manière universelle au sein de la communauté scientifique, c'est simplement parce que la seule alternative pour expliquer l'origine de la vie est l'idée d'une création surnaturelle et que la science ne peut pas l'accepter. En effet,
La science aujourd'hui, pour expliquer l'origine de la création, accepte uniquement des hypothèses naturelles qui peuvent être testées et observées dans un laboratoire. Dans un manuel publié par l'Académie nationale des sciences américaines, on peut lire « Parce que la science est limitée à expliquer le monde naturel au moyen de processus naturels, elle ne peut pas invoquer des causes surnaturelles dans ses explications. Les scientifiques sont donc contraints à interpréter les données d'une certaine façon et ne peuvent en aucun cas évoquer des causes surnaturelles pour expliquer l'origine de la création. Donc, étant donné que la théorie de l'évolution est la seule explication naturelle possible concernant l'origine de la vie, alors toutes les données scientifiques vont nécessairement être interprétées suivant le scénario de l'évolution. Prenons un exemple avec les similitudes physiques entre l'être humain et le singe. Étant donné que les scientifiques n'ont pas d'autre choix que d'interpréter ces similitudes en utilisant la théorie de l'évolution, ils interprètent ces ressemblances physiques en disant que nous descendons du singe. Néanmoins, il existe une autre interprétation tout aussi acceptable, voire même beaucoup plus logique selon certains, qui est de dire qu'il existe un créateur commun. Prenons par exemple une Porsche 356 et le premier modèle de la voiture coccinelle de Volkswagen. Elles ont toutes les deux un moteur à 4 cylindres, une suspension indépendante, 2 portes, un coffre à l'avant et beaucoup d'autres similitudes. Alors, pourquoi ces deux voitures ont-elles tant de similitudes? Parce qu'elles avaient le même créateur, qui était l'ingénieur automobile Ferdinand Porsche. Alors, si un constructeur automobile utilise couramment les mêmes parties dans des voitures différentes, pourquoi être surpris si le créateur de la vie a utilisé la même biochimie et les mêmes structures dans de nombreuses créatures différentes? Donc, lorsqu'on voit des similitudes entre les êtres vivants, et notamment entre l'homme et le singe, pourquoi cela impliquerait-il forcément une descendance commune et pas un créateur commun? La réponse, encore une fois, est simplement que les scientifiques sont contraints d'interpréter les données scientifiques selon la théorie de l'évolution. Du coup, les données scientifiques vont nécessairement toujours prouver d'une façon ou d'une autre la théorie de l'évolution, raison de plus pour laquelle beaucoup de gens pensent que cette théorie a été scientifiquement prouvée. Les données scientifiques ne réfutent donc pas l'hypothèse d'un créateur, mais c'est uniquement l'interprétation qu'on fait de ces données scientifiques qui semble contredire l'idée d'un créateur. Et si une création divine n'est jamais mentionnée comme explication possible de l'origine de la vie, c'est simplement parce qu'elle n'est pas naturelle et non pas parce qu'elle est fausse. Le scientifique Scott Todd confirme cela dans l'un des plus prestigieux magazines scientifiques. Même si toutes les données pointent vers un designer intelligent, une telle hypothèse est exclue de la science car elle n'est pas naturelle. L'hypothèse d'une création divine est donc automatiquement exclue de la science, même s'il s'agit de la meilleure explication, tout simplement parce que cette hypothèse n'est pas naturelle. C'est malheureux à dire, mais la science, de nos jours, pour expliquer l'origine de la vie, cesse donc d'être à la recherche de la vérité, car elle est devenue esclave de la doctrine du naturalisme et du matérialisme. En résumé, si la théorie de l'évolution reste aujourd'hui la théorie officielle au sein de la science, c'est uniquement parce que c'est la seule explication naturelle possible concernant l'origine de la vie, et non pas parce qu'elle a été prouvée scientifiquement. Et pour preuve, nous allons voir que cette théorie est loin d'avoir été prouvée scientifiquement. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises.